Bienvenue sur vos essais automobiles. Aujourd'hui, je vous présente une Audi TT Roadster de 2000. Voilà la première Audi TT sortie en 1999. Faisant ensuite un concept car de 1995. 4 ans plus tard, Audi a sorti la version de série, très proche de la version du concept car. Et voici donc la version Roadster de 225 chevaux, quattro 4 roues motrices. Avec des jantes de 17 pouces d'origine. Le toit est souple, bien sûr, légèreté, gaz de légèreté. Semi-électrique. Donc il y a une petite manette pour débloquer le système. Et ensuite un système automatique. Alors elle est très bien entretenue, comme vous pouvez le voir, elle est quasiment neuve. Environ 40 000 miles. Alors c'est une version spéciale gant de baseball, vous allez voir à l'intérieur. Voilà, 40 000 miles, ça fait à peu près 60 000 bornes. Elle est d'origine anglaise avec le volant à droite. Alors un petit détail, voilà, les 4 anneaux au milieu d'une calandre noire mat en plastique malheureusement. Les entrées d'air sur les bas de caisse en nid d'abeille. Voilà, qui c'est également en plastique mais assez discret, donc pas trop bling bling. Ça ne jure pas trop dans le design de la voiture. Alors ici vous avez le fameux rétroviseur déporté sur la porte, voilà, déporté par rapport à la vitre de custode avant. On rappelle que cette TT a été faite sur une base de golf à l'origine. On fait un petit peu le tour. On remarque donc la trappe à essence avec ses écrous. Tous ces cercles là, vous voyez, on les retrouve aussi à l'intérieur. Le sigle quattro, les phares un peu opaques, double sortie d'échappement réelle, pas fake, qui était propre au modèle de 225 chevaux quattro. Alors à l'époque elles étaient toutes en quattro, les 225 chevaux. Il faut savoir que c'est une voiture qui pèse à peu près 1400 kg en poids réel, un poids annoncé une centaine de kilos en dessous. Alors c'est 1425 tout plat fait. Voilà, on peut voir l'aile et le rétroviseur. Le rétroviseur ne dépasse pas l'aile, donc pour la marche arrière, il faut faire attention. Voilà, ça dépasse de quelques millimètres. Voilà, le toit souple, vous la voyez fermé. Puis on va aller regarder à l'intérieur. Donc l'intérieur gant de baseball. C'est une Audi qui a 20 ans. Vous voyez, elle a pratiquement pas bougé. Un véhicule en excellent état. Voilà, on fait un petit peu le tour. Voilà, on est à l'intérieur. Voilà, on a une clé assez basique. Fermeture centralisée, ouverture du coffre et ouverture de la voiture. On a une clé très classique de l'époque. Pas de démarrage sans clé à l'époque. Voilà, on démarre. Alors ici, semi-automatique, donc vous avez un bouton à presser, une manette que l'on tourne, que l'on repousse, et ensuite on a le bouton. Voilà, il faut le tirer. Et là, ça descend en une poignée de secondes, 10 secondes à peu près. Les vitres se ferment également. Voilà, on peut éteindre le contact et ressortir pour avoir un aperçu décapoté. Il y a un petit peu de vent ici. Alors, vous voyez là, c'est un très joli profil. Et à mon sens, elle n'a pas une seule ride. Elle n'a vraiment pas vieilli en termes de design. Pour la marque Audi Premium, le design des véhicules évolue assez peu entre les générations.
On peut voir par exemple avec les A3, la 4e génération ressemble à la 3e, qui ressemble à la seconde, etc. Une voiture qui ressemble vraiment à un concept car et du coup vous avez une voiture qui a l'air moderne, qui a 20 ans mais qui a l'air moderne. Voilà le profil de 3 quarts arrière. Alors vous voyez les magnifiques sièges beige, type gant de baseball. Même la ceinture, vous voyez, a exactement la même couleur. Vous voyez l'intérieur, tout est absolument propre à l'atmosphère du baseball, les surpiqûres apparentes qui font penser à un gant de baseball. Là, vous avez des cuirs un peu perforés. Également sur la porte. Voilà, le volant également. La contre-porte. Le pommeau de vitesse également. On va faire un tour encore à l'intérieur. Pour plus de détails, donc les compteurs sont analogiques. À gauche le compte-tour, très classique, une petite horloge, un ordinateur de bord très basique de l'époque. La température moteur, la jauge de carburant. Et à droite le compte-tour. Voilà, vous avez en rouge le kilométrage par heure et en blanc le miles par heure. Et vous avez ces petits compteurs, des bus d'aérateurs cerclés de chrome, comme les compteurs, avec les écrous, vous voyez. Voilà, le réglage se fait en tournant ou avec la petite mallette. Vous les avez au centre et sur le côté gauche. Alors les petits détails, vous voyez l'ouverture des portes avec ces écrous là, tout autour. C'est la même chose sur la poignée de maintien latérale. Voilà, vous avez ce petit cercle et ce rappel de design. Alors des petits filets de rangement au niveau des contreportes. Pas beaucoup de rangement, un petit rangement sous la boîte à gants. Voilà la boîte à gants qui est fermée à clé. Alors une fois que vous avez mis le manuel, voilà, c'est assez vite rempli. La boîte de l'autoradio, déconnexion de l'airbag. Là vous avez des boutons centraux, déconnexion de l'ESP, warning. C'est pas l'autoradio d'origine que vous avez ici. Il y a une petite clé USB pour mettre sa musique et du coup cette magnifique trappe, ça ne se ferme pas. Voilà, pas complètement en tout cas. Ce qui est dommage, mais l'autoradio de l'époque, c'était, je crois, cassette. Là, on descend un petit peu. Vous avez la climatisation. Voilà, il faut tirer pour la mettre et la pousser pour fermer. Vous avez le réglage. Vous avez les petits boutons ici. Sont de moyenne facture, on va dire, mais pour une voiture de 20 ans, ça passe. Le chrome est de bonne qualité, par contre. On n'a pas l'impression que c'est du plastique. Voilà, le cerclage aussi, là, sont assez beaux. Pour les aérateurs également, des beaux matériaux. Voilà, le protège-genou également en cuir et conducteur en cuir. Voilà, vous ne vous blessez pas le genou en vous maintenant. C'est un peu dur, mais c'est quand même... on se blesse vraiment pas. Puis là, vous avez le cerclage à nouveau. Les écrous, voilà. Sur la boîte de vitesse et à la base. Sur le pommeau et sur la base. Alors, il y a 6 rapports. Excellent guidage. On va en parler en conduisant. Comparable à celle de la Mazda MX-5 qui est un peu la référence. Elle tient bien en main, elle bouge pas du tout, elle est bien guidée jusqu'à la 6e. Voilà, il faut appuyer pour la marche arrière. Parfois, une fois sur 10, on a une petite difficulté à la passer, mais c'est vraiment très très rare. Le frein à main est gainé de cuir également. Vous avez le témoin d'ouverture des portes et puis la fermeture centralisée. Là, il s'agit du coupe-vent, voilà, à l'arrière en verre. Et vous avez le bouton d'ouverture du toit. Voilà pour cet intérieur, vraiment bien fini. Vous voyez, les plastiques sont rembourrés, moussés à souhait.
La même chose sur le haut de la planche de bord. Voilà, même si on descend un petit peu, même la boîte à gants est moussée. Un petit peu moins que celui du dessus, mais moussé. On est sur des parties basses moussées, même au niveau de la contreporte. Alors quand on compare ça avec l'Audi A3 ou l'Audi A1, vraiment, on a beaucoup régressé chez Audi. Alors, voilà, la seule réserve, on va dire, ce sont ces boutons, voilà, au centre. C'est du plastique dur, de moyenne facture, voilà. Mais vraiment, c'est un petit espace au niveau de la console. C'est pas très valorisant, mais ça n'a pas vieilli non plus, vous voyez, ça a résisté, quoi. Voilà, les commodos issus de la Golf de l'époque, voilà, ils ressemblent parce que ce sont ceux de la Golf. La Golf 4 d'ailleurs à l'époque. Vous voyez. Et puis vous avez ce rappel de cercle avec des écrous, les 4 cercles d'Audi. Ici vous avez l'ouverture de la trappe à essence et puis l'ouverture du coffre. Puis un petit rangement ici qui s'occulte. Un pédalier en alu. Et puis au niveau du confort, bon, on a les deux vitres électriques. Puis ici vous avez le rétro, commande de rétro électrique sur la droite. Voilà, je peux pousser vers le haut, vers le bas, sur le côté, un bon réglage, une bonne amplitude. Voilà, on va fermer maintenant. Ça prend une dizaine de secondes, jusqu'à 50 km/h. On va avoir un petit coup de main, voilà, pour la manette, la manivelle, et hop, ça se ferme. Faut y aller franco, mais c'est quand même, voilà, vous avez aussi les charnières qui apparaissent à l'intérieur. Mais c'est beaucoup plus facile que sur une 4C par exemple, ou encore une Lotus Elise. Vous connaissez le système. Sur les Lotus, vous avez deux petites barres en plastique, pas très bien finies. Et le rétro, il offre une bonne rétrovision. Alors quand c'est fermé, voilà, c'est un petit peu délicat. On va bien devant, mais derrière, c'est un peu délicat. La fenêtre est petite, vous voyez. C'est une petite télévision, en fait. Voilà, quand vous faites vos manœuvres de 3/4 arrière, il n'y a pas de 3/4 arrière, en fait. Voilà, vous n'avez pas de rétrovision aux 3/4. Et la taille de la fenêtre est vraiment petite. Voilà, ici, vous voyez la baie de Saint-Paul. Dans une artère un petit peu bruyante, un lieu de passage. L'eau est transparente. Beaucoup de bateaux. On est dans le nord de l'île. On va en profiter pour regarder le coffre, pour commencer. Alors le coffre s'ouvre d'abord avec ce petit bouton. Voilà. C'est pas très pratique. Alors je vous ai enlevé le bruit des voitures sur le montage. Mais voilà, le coffre est logeable. Ici vous avez une couvre-capote. Il fait 230 décimètres cubes. Donc on est un peu mieux que la Twingo actuelle. On est moins grand que ce qui se fait en ce moment, mais voilà. La roue de secours, la vraie roue de secours en dessous. Et sous le capot, vous avez le petit levier en plastique pour ne pas vous salir les mains. Permet d'ouvrir. Voilà, il y en a une petite aide hydraulique sur le côté. Et voilà la bête, un 4 cylindres, 5 soupapes par cylindre. Voilà, turbo. Bien calfeutré, on voit pas du tout ce qui se passe en dessous. On voit pas le moteur. Mais vous voyez, la voiture est quand même bien entretenue. Il n'y a pas de traces d'huile qui dégouline. Elle est restée propre. Voilà, on va essayer de voir un peu mais à l'intérieur, mais voilà. On voit qu'il n'y a pas d'huile, c'est propre. Pas de suintement. Alors nous voici à nouveau au volant de cette Audi TT Roadster de 2000 avec ses 225 chevaux. Voilà, sur une petite route maltaise. Alors cette voiture a donc 225 chevaux, alors assez haut perché, à environ 5800 tours minute. En revanche, elle a 280 Nm de couple à 2200. Donc assez bas, ça permet de reprendre
voilà, assez bas. Maintenant 280 Nm de couple, c'est vraiment pas terrible. Voilà, il faut dire, hein, c'est aujourd'hui par exemple une M140i qui fait une cinquantaine de kilos de plus va avoir 500 Nm de couple, hein, c'est un autre monde. Maintenant voilà, on a une voiture de 2000, un 4 cylindres, hein, c'est pas un 6 cylindres. On est plutôt à comparer avec une MX5 ou encore une Lotus Elise. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir deux Lotus Elise, une de 136 chevaux et une avec le supercharger là, de 220 chevaux. Alors ici on a 1425 kg, hein, donc c'est pas du tout le même poids, mais on est vraiment, on a des sensations proches en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même ce confort, parce qu'elle est lourde, on est bien installé, on a une bonne position de conduite, un petit levier au débattement très court, qui est agréable à manipuler, hein, vous voyez, je passe en troisième, là c'est assez sympa. La direction également, elle prend pas de roulis cette voiture, très peu, elle en prend un peu, mais pas beaucoup. Par rapport à une Lévis par exemple, voilà, c'est pas des suspensions bout de bois. Je me verrais bien faire aller 800 bornes avec, voire 1000 de temps en temps, hein. Pas tous les jours, avec les pauses réglementaires bien sûr, mais sans aucun problème, hein. L'Élise, vous faites un Paris-Nice, vous avez mal au dos pendant un mois, hein. Donc là, on est quand même sur une voiture plutôt confortable, plus GT que sport, hein, bien sûr. Maintenant, si on accélère, vous voyez, hop, ça fait bien le taf. Voilà, on accélère. On n'a pas besoin d'aller très vite, hein, pour avoir des sensations. À 100 km/h, c'est déjà très très bien. Et là, j'étais à 80. Hein. Donc, le moteur a une sonorité, on va dire, allez, pas désagréable. Hein. On va pas aller jusqu'à agréable. C'est un 4 cylindres, hein, donc c'est ni un 5 ni un 6, mais on n'a pas les vibrations des 3 cylindres actuels par exemple, donc ça fait toujours du bien. 1,8 litre de cylindrée, c'est aller dans la moyenne de l'époque, on va dire. La vision, que ce soit rétrovision ou la vision périphérique, alors surtout quand c'est ouvert comme ça, elle est très très bonne. Les rétroviseurs sont de taille raisonnable, ils sont pas trop grands, mais la glace permet de voir quand même de façon assez large ce qui se passe derrière sur les côtés. Ce qui est agréable, c'est vraiment la position de conduite, hein. On peut vraiment bien la régler, même si tout est manuel. Bon, le volant, il n'y a pas vraiment de profondeur, mais c'est pas grave, ça pose pas de problème. Il est pas horizontal, il est assez vertical, donc on l'a bien. Voilà, on a une bonne prise en main, surtout un volant cuir comme ça. Sinon, le 0 à 100 est donné pour 6 secondes 8. Alors, je pense qu'on doit avoir une bonne seconde de plus, à mon avis, surtout sur une ancienne voiture comme ça. Voilà, les sensations sont sympas. On a des sièges qui maintiennent très très bien. Donc, en plus de ne pas avoir beaucoup de roulis, on est bien maintenu. Voilà, quand on a des routes bien goudronnées, là, comme là en ce moment, c'est vraiment sympa. Après, dès que ça se dégrade, voilà, si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de bonne route, bah, ça va pas être confortable. Mais beaucoup plus confortable qu'une Lotus Elise. Voilà. Par rapport à une Mazda MX5, bah, écoutez, on est assez proche, hein. Alors moi, j'ai une Mazda 2, hein, ça n'a rien à voir, mais en termes de boîte de vitesse, bah, j'étais désagréablement surpris parce qu'on m'avait loué les bienfaits de la boîte Mazda et moi j'avais une boîte assez caoutchouteuse, un peu floue même. Voilà, alors que là, je dois dire qu'on est plus proche de la MX5 qui elle a vraiment une très bonne boîte. Vraiment, on a un levier court, on trouve bien les rapports très très vite, ça se verrouille facilement. Franchement, on peut changer de vitesse 3 fois en 3 secondes sans aucun problème. On trouve bien la marche arrière, même sur une vieille auto comme ça. Franchement, c'est une voiture qui a bien tenu. Alors, il faut dire qu'elle a que 41 000 miles, hein, donc environ 60 000 bornes, environ, hein, peut-être un peu plus. C'est 1,6 km le miles.
Donc voilà, la difficulté avec ces autos, c'est d'en trouver une qui a un kilométrage pas trop élevé ou un historique clair. Parce que vous pouvez avoir un kilométrage à 60, 70, 80 000 km, voire 100, mais avec un historique flou. Alors que vous pouvez avoir un kilométrage plus élevé, mais avec un historique bien identifié. Celle-ci, c'est une troisième main, hein, avec très peu de miles. Alors ici à Malte, les gens, vous voyez cette baie là, qui est assez jolie. Les gens prennent soin de leur voiture, ils les gardent longtemps. Je crois que la moyenne d'âge ici, elle doit être autour de 18 ans. Hein. Vous avez vraiment des très vieilles voitures, et puis des récentes aussi, hein, mais voilà, c'est 2 fois plus âgé que la France. Mais en même temps, on peut trouver des pépites. Voilà, pour les young timers, vous avez des 205, des 106, des 206 très très bien entretenus. Vous avez beaucoup de voitures anciennes, des Z4. Voilà, les TT comme ça. Alors, moi, quand je l'ai acheté, il y en avait quand même quelques-unes en vente. Mais il n'y en avait aucune, en tout cas à 10 000 ou moins de 10 000, il n'y en avait aucune avec ce kilométrage, à part celle-ci. Et avec un historique comme ça. Du coup, j'ai eu un peu de chance. Voilà, si vous regardez sur la centrale, Le Bon Coin, vous allez en trouver à 6, 7, 8, mais vous allez avoir beaucoup de kilomètres. Vous voyez, dès qu'on est sur des routes dégradées, là, ça secoue. Voilà, je suis secoué, vous devez voir à la caméra. Alors, est-ce que je recommande d'acheter ce Roadster? Je recommande fortement, hein, franchement. Moi, j'ai eu un TTS de 3e génération, là, de 2014. 310 chevaux, 4 roues motrices également, en boîte automatique. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes sensations, hein. On est dans une voiture aseptisée avec beaucoup de confort. Elle se conduit comme un vélo, hein, la TTS actuelle. Mais au détriment des sensations. Voilà, vous faites du 4 secondes 9 sur la TTS actuelle. Vous le sentez pas, là vous devez être alors vous êtes à 6-8 officiellement, mais vous devez être sans doute à 7,5, mais à 80, vous êtes déjà content, vous avez la banane. Donc, à vous de voir, voilà, c'est pas les mêmes tarifs. Hein. Je pense qu'un TT Roadster à 220 chevaux à peu près, on peut le trouver aujourd'hui à entre 30 et 35 000. De 2015, j'entends. Donc, c'est 3 fois le prix, hein, de celle-ci. Comme deuxième voiture, pour se faire plaisir de temps en temps le week-end, franchement, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, c'est bien fini, ça a bien vieilli. C'est très agréable à conduire. Voilà, ça n'a pas le confort des voitures actuelles, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Et en termes de sensations, on est vraiment, je vous dis, on n'est pas loin d'une Élise. Hein. Je pense que c'est avec une Z3, pardon, de l'époque, c'est ce qui se rapproche le plus d'une Élise. Alors, moi, je mets l'Élise en référence en termes de sensation de conduite. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Hein. Bien sûr, si vous me dites non, la Caterham c'est mieux, oui, la Caterham c'est mieux, mais bon, la Caterham, vous ne pouvez vraiment pas l'utiliser par temps de pluie, l'Élise, oui. Donc, du coup, je trouve qu'on se rapproche vraiment de cette agréable conduite de voiture brute de décoffrage, sans qu'elle soit totalement brutée. Vous voyez, la finition, là, on est quand même très très loin d'une Élise. Hein. Bon, en termes de consommation, c'est là que le bas blesse, elle est lourde. Et du coup, vous allez faire en ville, allez, entre 13 et 15 litres en ville au 100. En moyenne, vous allez être à 10-11 litres au 100. Et au mieux, vous allez tourner à 8. Alors là, on est en miles par gallon, donc je ne peux pas tellement vous montrer. Vous voyez, 18, 30, on est en instantané. Celle-là, j'avais fait le calcul, j'étais à 11 litres 5 à peu près au 100, parce qu'il y a beaucoup je faisais beaucoup de villes ici. Donc voilà, si vous la prenez pour faire de la ville, vous allez beaucoup consommer. Par contre, sur les routes de campagne, c'est parfait. Voilà, on se fait une petite accélération là. Voilà, je ralentis tout de suite. Je ralentis. Voilà, c'était sympa.
Je me suis pas retrouvé plaqué au fond de mon siège, mais c'était relativement sympa. Vous voyez, j'ai été jusqu'à 90 là sur cette route, 80 on va dire. Et voilà, ça fait le taf. On peut déposer, on va déposer 80% des voitures qui roulent ici en tout cas. Hein. Donc ouais, je pense qu'on doit être en réalité on doit être autour de 7 secondes pour le 0 à 100. Donc c'est comparable à une Mini Cooper S actuelle qui est à 6-7 je crois. Voilà, avec beaucoup moins de confort qu'une Mini, mais on n'est pas dans les mêmes tarifs. Si vous êtes jeune ou moins jeune hein, d'ailleurs et que vous cherchez une voiture plaisir, très honnêtement, voilà, à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Vous allez me dire une Z3, mais les Z3, vous avez tous les prix et parfois vous avez des prix un peu délirants. La Z4, alors la Z4, celle à toit rigide, c'est pas les mêmes sensations, et celle à toit souple, c'est le design Chris Bangle avec les phares un peu bizarres, donc moi j'aime pas du tout, il y en a qui aiment bien. Je sais que le Villebrequin, sur Villebrequin, j'ai vu qu'il aimait bien cette Z4, alors moi je l'aime pas du tout. Voilà, j'aime la première, mais les deux qui ont suivi, pas du tout. La dernière, par contre, est très très belle, mais on est dans un autre monde. Et voilà, on peut la comparer à une Elise, un peu plus confortable. On peut la comparer à une S2000 à la rigueur. C'est pas le même moteur. Hein. Le moteur Honda est un peu plus pointu. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une MR, Toyota MR à l'époque. Ouais, je trouve que le design a un peu vieilli de la MR. Il a été bien pendant une quinzaine d'années et puis là, je sais pas, moi je le trouve un peu moche maintenant. C'est une histoire de goût, hein. Vous pouvez me dire que dans les commentaires que vous adorez la MR et que vous trouvez cet été nul, moche. Mais voilà, c'est une histoire de goût. Vous voyez là, dès que la chaussée est mauvaise, hop, on est chahuté. On est chahuté. Voilà, je vais essayer de pas rouler trop vite non plus parce qu'il y a du monde sur les côtés, des enfants. Et les routes sont très étroites ici à Malte, donc alors cet été elle n'a pas le pare-vent derrière parce qu'il est cassé. Donc voilà, c'était le défaut de la voiture, hein. Il fallait bien qu'il y en ait un quand même pour faire une bonne affaire, mais elle n'a pas le pare-vent, mais on peut parler, hein, on peut converser quand même à aller à 80, 100 km/h. Hein, c'est les vitesses qu'on va atteindre ici à Malte de toute façon, maximum. Voilà, on va s'arrêter un petit peu pour faire un bilan de cette bagnole. Alors pour conclure cet essai d'une trentaine de minutes, nous sommes au Ramla Bay. Voilà, vous voyez une couleur de l'eau turquoise. Et l'île de Gozo en face. Et alors que dire de cette Audi TT ? Bah écoutez, pour moins de 10 000 €, vous avez un roadster qui est à la fois agréable à regarder, agréable à conduire, avec une finition qui a tenu, hein, je parle donc du premier, une consommation certes un peu élevée mais raisonnable hein, pour l'époque, pour un quattro de 225 chevaux. On a un confort qui est relativement acceptable pour un roadster, un mécanisme de capote qui fonctionne très très bien 20 ans après. On a vraiment une finition qui tient la route, hein. C'est important, c'est-à-dire que quand on achète une voiture comme ça ancienne, je vais reparler de Lotus là, excusez-moi encore, mais vous avez
Vous avez des pans entiers du tableau de bord de Lotus qui sont collés et qui peuvent vous tomber entre les mains du jour au lendemain si vous roulez trop fort sur une route bosselée par exemple. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec cette auto. Voilà, Audi a fait du bon boulot avec cette voiture. Je ne sais pas si les nouvelles vont tenir le coup aussi longtemps. Enfin, bon, c'est probable. Hein. Quand on voit le niveau de finition de la TT de 2014, oui. Quand on regarde les Audi A1 et A3 qui viennent de sortir là en 2019-2020, peut-être pas. Voilà, pour ce roadster, en tout cas, voilà, je recommande. C'est à la fois un achat passion, puisque c'est un roadster, c'est aussi un achat classique, on va dire. Il y en a de moins en moins, hein, je vois sur les annonces de la centrale du Bon Coin, il y en a de moins en moins bien entretenues et avec peu de kilométrage. Donc ça peut devenir un collector, c'est pas encore le cas, mais ça peut le devenir. Voilà, prenez une version avec un historique clair, si possible peu de kilomètres, mais un kilométrage peu élevé, mais ça il y en a de moins en moins malheureusement. Et voilà, c'est un achat auquel on ne pense pas forcément, mais à moins de 10 000 euros, il y a peu de concurrentes à ce niveau de finition, d'agrément de conduite et de prestation. Donc oui, je recommande ce véhicule et d'ailleurs moi je le garde, je vais le garder un bon moment je pense. Voilà, allez à bientôt sur vos essais automobiles.